d'un point de vue économique, social ou environnemental n'apporte rien. Puisque vous êtes un combattant de longue haleine, je vais passer la parole à une autre combattante de longue haleine. Je voudrais aussi remercier Corinne Lepage car elle a été de beaucoup de combats à côté de la fameuse société civile qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est connue pour ses actions en tant qu'avocate dans la procédure de l'ERICA, bien sûr. Elle est à l'heure actuelle députée et présidente de l'intergroupe européen Coast and Seas et s'implique particulièrement dans les thématiques, évidemment, de sécurité maritime. Elle a été beaucoup aux côtés de Surfrider sur les questions de déchets maritimes et de déchets marins. Corinne Lepage, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'organiser cette conférence sur un sujet qui est effectivement un sujet très important. Je voudrais commencer mon propos en rebondissant sur ce que vient de dire M. Vallat. Je lui donne volontiers acte de ce qu'effectivement en matière de dégazage, les choses se sont beaucoup améliorées. Mais je dirais que c'est largement grâce au travail qui a été fait par les collectivités locales et par les associations devant les tribunaux, avec effectivement une menace économique telle que l'intérêt bien compris des entreprises a été, enfin des entreprises qui utilisaient la mer, a été de ne plus procéder de la manière dont elles le faisaient. Ceci me conduit directement au fil rouge de mon propos. Monsieur Vallat, et je crois que c'est très important, a souligné l'environnement économique dans lequel se situe le sujet. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui parler des problèmes de sécurité maritime et de manière plus générale de protection des ressources du milieu marin sans replacer le sujet dans le contexte général de l'économie mondiale. De l'utilisation d'abord massive du transport maritime, mais aussi des enjeux économiques que représente aujourd'hui la mer. Je puis vous dire que dans l'intergroupe mer et zones côtières, où nous avons la chance de pouvoir aborder les sujets qui nous paraissent importants, où nous avons été les premiers à lancer par exemple le débat après l'affaire de la plateforme BP dans le golfe du Mexique sur une législation sur le pétrole offshore, où nous abordons la question des déchets, nous l'avons fait avec Surfrider, où nous parlons des questions de sécurité, où nous parlons aussi des questions d'énergie marine, puisque les énergies marines devraient représenter 10% des énergies renouvelables à l'échelle de l'Europe, même 10% de l'énergie, pardon, à l'échelle de l'Europe en 2025 ou 2030. Donc ce sont des enjeux considérables et s'y ajoute aujourd'hui, bien sûr, toute la question de l'extraction des richesses du milieu marin. Je faisais une allusion rapidement il y a un instant à la question du pétrole offshore. Vous avez également le gaz offshore et vous avez tous les minerais dont on subodore qu'ils pourraient bien figurer dans le sous-sol marin et avec les batailles déjà qui s'engagent, vous l'avez vu, dans le Grand Nord pour exploiter toutes ces richesses. Donc les enjeux économiques sont absolument colossaux. Et comment fait-on dans ce contexte-là où nous ne sommes pas chez les bisounours et donc nous savons très bien quelles sont les pressions économiques, quels sont les intérêts économiques et financiers, comment ils se font connaître. Et je puis vous dire que pour sortir du débat sur les gaz de schiste au Parlement européen, nous avons eu encore un joli exemple de la manière dont le lobbying le plus effronté peut se manifester. Comment fait-on ? Eh bien, on fait effectivement dans une vraie réflexion sur la manière dont économie, écologie et durabilité peuvent fonctionner ensemble. Et pour avoir depuis plus de 30 ans, maintenant 35 ans, suivi le droit, non seulement le droit de l'environnement, mais je dirais plus précisément encore le droit qui a accompagné les catastrophes pétrolières, Amoco Cadiz, Erika et Prestige. Le grand sujet, c'est pas tant la règle de droit que la manière dont elle est appliquée et surtout la manière dont joue le cercle vertueux ou vicieux de l'économie pour aller dans le sens de la sécurité ou pour aller dans le sens de l'insécurité. Et en fait, le droit doit être l'outil qui sert au cercle vertueux et qui ne sert pas au cercle vicieux. Parce que tant qu'il n'y aura pas un véritable intérêt économique à faire de la sécurité et de la protection un impératif majeur, et je rejoins ce qui a été dit sur la qualité, le fait que la qualité devait primer,
Tant qu'il n'y aura pas un véritable intérêt économique à aller en ce sens, ça ne marchera pas. On pourra voter tous les textes qu'on veut, on pourra faire toutes les lois qu'on veut, toutes les directives, tous les règlements. S'il n'y a pas d'intérêt économique pour tous les acteurs, sans exception, et c'est, je veux dire par là, tout l'enjeu autour des affréteurs, tant qu'il n'y aura pas ce cercle vertueux, nous n'y arriverons pas, que ce soit sur la sécurité du transport, que ce soit sur la sécurité de l'extraction, que ce soit de manière plus générale sur la sécurité de toutes les activités sur la mer qui sont en capacité d'avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé au niveau de la mer. Et c'est en cela que la réflexion sur le droit est quelque chose d'extrêmement important et la manière dont jouent les procès est extrêmement importante. Et pour éclairer mon propos, je voudrais tirer les leçons, si je puis dire, de ce qui s'est fait avec l'Amoco Cadiz et ce qui va se faire avec l'Erika. Et puis aussi dire un mot du prestige. L'affaire de l'Amoco Cadiz, qui a été finalement le premier grand procès de ce genre, puisque le Torrey Canyon 67 n'avait pas donné grand-chose. Quel est l'intérêt majeur sur le plan juridique de ce dossier? Ce n'est pas que les collectivités locales et l'État français aient ramené de l'argent, on en est tous très contents, mais ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est que la manière dont s'était organisé le transport pétrolier a été remise en cause. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, je parle des années 60, c'est l'époque à laquelle la première convention sur la responsabilité civile du fait des pollutions de mer par hydrocarbures a été mise en place, le système était le système du One Ship Company, c'est-à-dire que chaque bateau appartenait à une société. Si le bateau coulait, la société coulait. Et puis la victime, elle pleurait. Même s'il y avait le FIPOL, qui en 1967 ou 68, au moment de la CLC, avait été créé, qui indemnisait pour partie les dommages qui avaient pu être subis. Ce que le juge américain a jugé dans l'affaire de l'Amoco Cadiz, c'est que ce système ne passait pas la rampe du droit. Autrement dit, que c'est bien la maison mère, et je dirais que dans l'affaire de l'Amoco Cadiz, c'était même la maison arrière-grand-mère, qui était condamnée. Car Amoco Cadiz appartenait à Amoco Transport, qui appartenait à Amoco International, qui appartenait à Standard Oil of Indiana. Et qu'est-ce qui était condamné? C'est Standard Oil of Indiana et Amoco International. Autrement dit, le système qui avait été mis en place ne tenait plus la route, puisque la maison mère était condamnée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en ça qu'on voit bien le lien entre le droit et l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les sociétés pétrolières ont vendu leur flotte et ont décidé qu'elles n'étaient plus le transporteur de leurs produits. Et elles sont devenues affréteurs. D'où modification de la CLC en 1992, avec l'accord des États quand même, parce que dans tout cela, les États ne sont pas neutres. Modification de la CLC en 1992, donc Convention sur la responsabilité civile du fait de pollution de mer par hydrocarbures, pour dire les affréteurs ne sont jamais responsables, sauf pour avoir tué père et mère, des accidents qui peuvent se produire. Il faut qu'ils aient intentionnellement voulu la pollution. Arrive l'Erika. Arrive l'Erika avec cette nouvelle rédaction de la CLC. Patatras, en première instance, le juge pénal dit « Total est pénalement responsable et civilement responsable ». Pourquoi? Parce que le juge de première instance en est resté à la fiction juridique qui avait été organisée, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, par la société Total, qui consistait à avoir une société de trading aux Bahamas, qui n'avait en fait comme existence qu'une plaque sur un immeuble, alors que toutes les décisions étaient prises par la maison mère. Le tribunal de grande instance en est resté à cette fiction et a dit donc la maison mère n'est pas affréteur, puisqu'il y a une société aux Bahamas, et donc on applique la CLC et on considère que Total est pénalement et civilement responsable. Arrive l'arrêt de la Cour d'appel, qui dit oui, Total est pénalement responsable, mais pas civilement. Cette fiction, je la mets à mal, je ne suis pas d'accord avec un montage pareil, qui n'a ni queue ni tête, et par voie de conséquence, le vrai affréteur, c'est Total maison mère, et donc, application de la CLC, Total ne peut pas être condamné au civil. Arrêt de la Cour de cassation,
qui dit « mais pas du tout, Total est bien pénalement responsable et il est également civilement responsable car il a commis une faute de témérité qui fait qu'il doit être regardé comme ayant intentionnellement voulu la pollution en choisissant ce bateau en toute connaissance de cause. » Qu'est-ce qui va se passer? On est en train d'écrire la suite. Mais dans le même temps, il y a deux choses qui se sont passées. La première, qui a finalement pas fait l'objet de beaucoup de commentaires, mais qui pour moi est quelque chose de tout à fait important, c'est la décision de la Cour de justice des communautés européennes ou de l'Union européenne dans l'affaire dite commune de Mesquer, qui est donc une commune victime de l'Erika, où nous avons fait juger que le pétrole en mer, c'était du déchet. Ben oui, une boulette, c'est un déchet. Que par voie de conséquence, la législation déchets s'appliquait, que par voie de conséquence, le producteur du produit qui a généré le déchet est responsable de son déchet, et qu'en conséquence, dit la Cour de justice, confirmée par la Cour de cassation, la société Total, si elle a participé à la survenance du naufrage, c'est-à-dire que si elle a une responsabilité dans le fait que ce qui était un produit est devenu un déchet, eh bien, elle doit payer non pas les dommages, mais le nettoyage. Et donc ça, c'était quelque chose de très important, car la Cour de justice des communautés européennes a voulu rappeler que le principe pollueur-payeur était un principe fondamental du droit communautaire qui primait sur toute autre forme, finalement, d'organisation. Et le deuxième point, c'est ce qui est en train de se passer sur le Prestige. Sur le Prestige, d'abord, autant je me réjouis que les tribunaux des affaires maritimes aient pu jouer un rôle très important dans les affaires de dégazage, autant je suis catastrophée du fait qu'une affaire de la nature du Prestige ait été confiée au tribunal des affaires maritimes de Brest, qui n'avait évidemment pas les moyens, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de moyens, de mener à bien une instruction de ce genre. Si l'affaire de l'Erika a pu trouver là la suite et la fin que l'on connaît, c'est parce que vous avez eu une juge d'instruction, Madame de Talancé pour ne pas la nommer, qui, au tribunal, au pôle financier de Paris, a été chargée de ce dossier, avait les moyens de mener à bien une instruction. Un juge d'instruction, dans le ressort d'un tribunal qui en compte 2, pour toutes les affaires pénales du ressort de Brest, hein, qui a une greffière, je suis désolée, je suis très triviale dans ce que je dis, mais c'est la vraie vie, qui a une greffière à 2/3 de temps. Comment voulez-vous qu'il puisse mener à bien une affaire d'une telle envergure, dont on voit aujourd'hui qu'elle débouche sur un procès qui n'en est pas un, puisque vous avez dans le box des accusés un capitaine, un second et un directeur des affaires maritimes espagnol qui n'a fait qu'appliquer ce que son ministre lui a demandé de faire. Bon. Vous n'avez pas de propriétaire de navire, vous n'avez pas d'affréteur, vous n'avez pas de société de classification, vous n'avez pas d'assureur, vous n'avez personne. Et pas l'État espagnol aussi, au passage. Mais ça, au niveau pénal, on peut l'admettre, ça peut être le niveau civil. Mais enfin, on aurait pu trouver des personnes physiques responsables. Cela veut donc dire qu'on n'est pas allé au fond du dossier comme on l'a fait dans l'affaire de l'Erika. Alors pourquoi est-ce que c'est très important d'aller au fond des dossiers? Eh bien parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette affaire de cercle vertueux de l'économie. Si l'on veut qu'il y ait un intérêt économique à aller dans le sens de la qualité et de la sécurité, et je souligne le fait que la bataille qui est menée sur le transport d'hydrocarbures par mer et la bataille mer pour ce qui se passe avec les plateformes offshore, voire le golfe du Mexique, ce qui va se passer dans toute une série de mers, je pense à ce qui se passe en Guyane chez nous, mais ce qui va se passer aussi en Méditerranée, puisqu'il y a des projets au large de la Libye et au large de la France, dans une mer qui est une mer fermée, donc on imagine la catastrophe écologique d'une pollution en Méditerranée. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas grave en Manche ou en Atlantique, mais ce n'est pas comparable. Donc, c'est la bataille mère de toutes les autres. Si l'on veut que tous les agents économiques aient intérêt à la sécurité, il faut que polluer soit dissuasif. Donc, que ça coûte très cher, non pas parce que je suis contre les pétroliers, je suis contre personne, mais ce que je souhaite, c'est participer à un combat qui fait qu'il est économiquement intéressant de faire de la sécurité et économiquement pas intéressant de ne pas en faire.
C'est assez simpliste, mais c'est à ça qu'il faut arriver. Et donc, il faut arriver à une indemnisation complète des dommages, on aura l'occasion d'en reparler dans différentes tables rondes, des collectivités locales et du dommage écologique, en général, souvent pris en charge par les ONG. Et cela m'amène à un point, et je m'arrêterai là, qui a été soulevé par Surfrider tout à l'heure sur l'affaire des bénévoles. Au risque de choquer quelques-uns, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut plus de bénévoles sur les plages. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour m'être battue, c'est la troisième fois, le Prestige ça s'arrête en cours de route, mais disons dans la MOCO et dans l'ERICA, avec le FIPOL et avec les pétroliers sur la définition des dommages, j'ai été chaque fois ulcérée de la situation dans laquelle on se trouve lorsque des collectivités locales qui ont mis à disposition leur personnel, qui ont mis à disposition leurs élus et qui ont encadré des bénévoles, reçoivent comme toute réponse de la part des pollueurs, je prends le terme générique, le personnel, de toute façon, il est payé, donc ce n'est pas la peine de le payer. Autrement dit, qu'ils fassent ça ou peigner la girafe, c'est la même chose. Les élus, c'est leur boulot. Et les bénévoles, de toute façon, ils sont bénévoles. Ce qui veut dire que le nettoyage devient en quelque sorte un coût pour celui qui est pollué. C'est le principe pollué-payeur. Si on va dans un système dans lequel on décide que ce sont des sociétés qui font le nettoyage et que ce ne sont plus les fonctionnaires municipaux, les agents municipaux, que ce ne sont plus les élus, que ce ne sont plus les bénévoles, à ce moment-là, il ne pourra pas y avoir de discussion ni sur la manière dont on a travaillé, puisque ce sont des professionnels qui l'ont fait, parce qu'il y a aussi ce débat. Vous avez mal nettoyé, c'est de votre faute. Donc il n'y aura plus ce débat-là, et il n'y aura plus ces coûts qui restent finalement pour la collectivité ou pour les bénévoles, avec par-dessus le marché les risques liés aux produits qui sont ramassés, parce que le produit de l'ERICA, comme celui du Prestige, sont des produits toxiques, des produits avec beaucoup d'HAP, beaucoup de pétrole extrêmement lourd, qui sont des produits cancérigènes et qui ne doivent pas être manipulés dans n'importe quelle condition. D'ailleurs, quand on regarde la manière dont a été ramassé au départ le pétrole de l'ERICA et à la manière, avec des scaphandriers quasiment, dont il a été ramassé à la fin, on voit qu'il y a quand même une sérieuse différence. Voilà, tout ceci pour dire que je pense qu'il faudrait avoir un système comme aux États-Unis, dans lequel ce sont des sociétés avec des contrats qui sont passés. Alors, il faudrait voir sous quelle forme, parce qu'on n'a pas le temps de passer le contrat au moment où ça se passe, donc il faut anticiper. Mais des sociétés de nettoyage qui soient là pour faire cela. Au moins, il y aurait une facture, elle ne pourrait pas être discutée, que ce soit par les FIPOL ou par d'autres, et je pense que les choses seraient infiniment plus claires. Voilà, je pense que tous ces sujets sont des sujets absolument majeurs, que tant que nous n'aurons pas cette vision économique globale, qui intègre dans les coûts économiques les coûts qui sont portés aux biens communs, aux biens publics, qui sont le préjudice écologique au sens le plus large du terme, qui sont les préjudices causés aussi à d'autres intérêts économiques. Eh bien, nous n'aurons pas de vision d'ensemble et il n'y aura pas suffisamment de pression pour aller dans le sens de la sécurité et de la qualité, quel que soit le type d'activité menée sur la mer. Je pense que c'est donc cette vision d'ensemble entre le droit et l'économie que nous devons tous ensemble arriver à promouvoir, parce que c'est à la fois l'intérêt, je dirais, de la ressource dont nous ne sommes que des gestionnaires passagers. Hein. Il y a une très jolie phrase du professeur Steiner que j'admire beaucoup, qui dit « Nous sommes des invités de la vie et nous devons laisser la maison plus belle en sortant que nous l'avons trouvée en rentrant. » Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, d'avoir cette vision-là et en même temps de faire en sorte que ce soit l'intérêt des acteurs, je dirais, qui sont inscrits dans la durabilité, qui ont une vision éthique de leur activité, car il y en a, et il faut évidemment les encourager, par rapport à ceux qui se comportent comme des voyous des mers. Des voyous, il n'y en a pas que sur les mers, mais il y en a aussi sur les mers, et qui aujourd'hui, parfois, effectivement, semblent avoir la vie belle parce que la pression économique n'est pas suffisamment forte pour aider les uns et décourager les autres. Donc merci d'avoir organisé cette manifestation qui nous permet de poser toutes ces questions qui sont évidemment essentielles
pour l'avenir de l'humanité et aussi peut-être plus modestement pour l'avenir d'un développement économique dont l'Europe a aujourd'hui singulièrement besoin. Merci. Je remercie Corinne Lepage qui nous permet quelque part de boucler le cycle des introductions en revenant sur ce qu'avait dit notre président. Je suis moi-même le directeur de Surfrider depuis 10 ans. Je suis arrivé en plein milieu de la crise du prestige à ce poste. Je venais de l'action humanitaire et si l'humanitaire a quelque part été à la pointe de l'observation de la transition de nos sociétés vers une globalisation qui demandait des adaptations de la société, je suis arrivé dans un monde de l'environnement où on se rend compte que les questions notamment de marée noire, on croit toujours que c'est celles dont on parle surtout parce qu'elles sont visibles et de surface, mais quelque part on voit à travers les présentations de nos différents intervenants qu'on est au cœur d'une des plus grosses économies du monde, qu'on est au cœur d'un des plus gros paradoxes de société où la loi est en permanence en retard, nos sociétés en retard par rapport à des questions essentielles d'aujourd'hui qui sont quelque part, quelle est la valeur de la nature? Est-ce qu'on doit vraiment la résumer à la seule économie? Quelle est la valeur durable de la nature? Quelle est la place de l'homme en relation avec cette nature? Nous sommes effectivement des invités de la vie. Merci Madame Lepage. Nous sommes un tout petit peu en retard sur le timing, donc nous allons